From Colombian murder to native humor, today on Arts and Culture with CUTV. Hi, I'm your host, Emily Campbell. This week, Isabelle Levine gave a masterclass for filmmakers at the Montreal International Documentary Film Festival. But first, let's explore murderous consumerism with Cinema Politica's showing of the Coca-Cola case. The Coca-Cola case by German Gutierrez was projected at UQAM in partnership with Cinema Politica. This documentary deals with Coke and labor rights in the Colombian bottling plants. It was then followed by a short discussion between the director, some South American expert, and the students. Since 2002, 470 unionists have been assassinated. This year alone, 5 unionists have already been killed. Unions are disappearing in Colombia. The world of Chemico is in Colombia, where Coca-Cola bottlers are involved in the systematic intimidation, kidnapping, torture, and murder of union leaders in efforts to crush the union Sonaltano. As the new leader of this company, I came to the Colombia issue with an open mind, and I, independently, have come to the same conclusion as a Colombian court, that the allegations are not true. Simplement pour vous dire que la lutte contre la Coca-Cola n'est pas encore finie. La cause se trouve maintenant à 11 Court. C'est pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une espèce de cour suprême des droits laboraux aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a 3 juges qui vont analyser la décision du juge de Miami pour voir si cette cause devrait être reçue aux États-Unis. Tout ça pour dire que la cause continue. Maintenant, il y a des nouvelles plaintes qui se sont rajoutées de la part du Guatemala, de la Turquie. Alors, ça continue, les avocats sont toujours là. Alors voilà, le profit qu'ils font est colossal. Alors voilà, alors en faisant cette recherche-là, je m'attendais effectivement que la campagne Killer Coke et tout ça allait être beaucoup plus importante. Mais il faut dire ceci aussi, ça a commencé en 2001. Les premières dépositions dans les cours de Miami ont commencé en 2001. Nous, on a embarqué en 2003 l'argent pour poursuivre le Coca-Cola et Nous, on est embarqué en 2006 et on est rendu en 2010. Alors imaginez l'argent qu'il y a pour faire ces trucs-là. Dans le film, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants syndicaux ont pris la décision de refuser l'offre de Coca-Cola. La question, est-ce qu'ils l'ont pris seuls? Est-ce qu'ils ont consulté les syndiqués? Comment cette décision-là a été prise? La décision ne pouvait pas être prise tout seul, parce que sinon les militants, les gens du syndicat n'auraient pas suivi. C'est sûr qu'ils l'ont pris en collégialité. Voilà, c'est ça qu'ils ont cherché. C'est sûr qu'il y a eu des divisions. Il y a des gens qui voulaient prendre de l'argent. Car l'argent qui était à table leur aurait permis d'avoir un hôpital, une université de mouvement syndical. Ils auraient pu devenir les centres d'études de mouvement syndical de l'Amérique latine. Les montants d'argent étaient colossaux. Ils ont décidé de ne pas prendre l'argent parce que plusieurs conditions n'étaient pas comprises, n'étaient pas acceptées, comme reconnaître publiquement que Coca-Cola avait participé, chose que Coca-Cola n'a jamais fait, des discordes entre certaines personnes. Bien sûr, l'argent est compliqué à gérer. Mais la décision, quand même, c'est une décision que c'est les représentants qui l'ont prise. Si la majorité aurait opté pour prendre l'argent, les gens l'auraient pris, bien sûr. Il faut dire que cette année, pour la première fois, depuis 21 ans, l'Organisation internationale du travail a décidé d'éliminer le nom de la Colombie de ce qu'on appelle la liste noire de l'OIT. C'est quoi la liste noire? C'est la liste des pays qui doivent être suivis pour savoir quelle est la situation des travailleurs dans ces pays. Dans cette liste-là, on trouve des pays comme le Guatemala, même les États-Unis. Il était dans cette liste depuis 21 ans et cette année, l'OIT a décidé de sortir les pays de la liste
en échange d'un compromis de l'engagement du gouvernement colombien, selon lequel on va créer, on a déjà créé depuis 3 mois, une commission de 3 parties, les syndicalistes d'un côté, les patrons de l'autre côté et l'État colombien, dont la fonction c'est de vérifier chaque 2 mois quelle est la situation des droits de travailleurs, de la sécurité des syndicalistes, etc. De côté, pour faire une portée de la Colombie, il faut dire que c'est un pays qui se débat depuis déjà des décennies dans un conflit armé complexe, parce que c'est pas facile, où on trouve la gauche armée, dans des groupes de guérilla, la droite, extrême droite armée, les groupes paramilitaires, l'État, bien sûr, et l'influence des compagnies multinationales, des entreprises et des riches du pays aussi. C'est un conflit complexe qui est en plus nourri par l'argent du narcotrafic. C'est un pays qui contrôle une grande partie de la production de cocaïne qui vient de l'Amérique du Nord. C'est le premier producteur mondial de cocaïne. Du côté de la syndicalisation, des syndicalistes, en tout, 157 syndicalistes ont été assassinés pendant les 8 ans de l'administration Uribe. Ce qui semble beaucoup pour plusieurs. Et par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup de preuves pour pouvoir démontrer hors de tout doute que l'administration du président Uribe a été derrière chacun de ces assassinats. Et ça, c'est un problème. Donc là, pour mieux comprendre cette situation où il y a des gens de gauche, des droites moins armés, disons que dans le monde, il y a une vision celle selon laquelle la Colombie, c'est un pays qui est rentré dans une spirale de violence généralisée. Ça, c'est une théorie des années 80-90, selon laquelle tout le monde était armé, donc il y avait un désordre du contrôle des armes. Par contre, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Uribe, on se rend compte qu'en Colombie, il y a une organisation de la violence. Les groupes paramilitaires ont même commencé à contrôler des groupes de crimes organisés dans les grandes villes colombiennes comme Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla. Donc, les paramilitaires contrôlaient même la criminalité organisée. Et de l'autre côté, les groupes de guérilla, malgré l'offensive de l'État qui était super fort contre les FARC et contre l'armée de libération nationale et ELN, aujourd'hui, on dit qu'en Colombie, il n'y a pas plus de 12 ou 13 000 guérilleros, et à la fin des années 90, on parlait à cause de 40 000. C'est beaucoup de gens qui sont soit en dehors de la guerre parce qu'ils ont décidé d'abandonner les groupes de guérilla, soit ils ont été tués, soit ils se sont démobilisés. Malgré toute cette réalité, on se rend compte que dans les régions contrôlées par la guérilla, il y a un contrôle de la violence. Et dans les régions contrôlées par les paramilitaires, il y a un contrôle de la violence. Donc la violence généralisée dont on parlait sur les 80, je ne pense pas que ce soit encore la réalité. Ce qui laisse à l'État encore plus de responsabilités, étant donné que c'est le seul responsable de la criminalité urbaine et du contrôle de la situation. En 2009, juste pour finir, plus de 17 000 personnes ont été assassinées en Colombie ou qui sont mortes de façon violente. Et qui sont ces personnes, on ne le sait pas. Parce que les statistiques qu'on connaît aujourd'hui, là, on dit simplement 17 700, je ne sais pas combien de personnes qui ont été assassinées, mais on ne sait pas dans quelles circonstances. If you would like to view the Coca-Cola case, then contact Cinema Politica or pick it up at your local video store. In a few moments, we'll talk to prolific native writer and humorist after these short messages.